allez installez-vous pour ceux qui découvrent. On avait regardé, c'est sur ma chaîne, on avait regardé un documentaire sur l'armée des romantiques. Du coup, on va dire, des artistes du 19e siècle, quoi, globalement. C'est les Balzac, c'est qui? C'est Victor Hugo, les Delacroix, voilà quoi. Et en vrai, c'est intéressant parce que c'est en mode animé et c'est un peu stylé. Voilà. Je sais pas comment vous le vendre. De toute façon, j'ai pas envie de vendre. J'ai envie de prendre du plaisir. J'ai même pas envie de vous demander des subs en vrai, alors que je devrais. Mais voilà. Moi qui en a marre du rap depuis pas mal de temps, tu régales sur les sons que tu fais écouter en stream. Ça fait trop plaisir les gens. Il y a trop de gens qui viennent me dire ça, moi je m'en rends même pas compte en vrai. Surtout qu'en plus, moi je suis que avec des zikos. Je suis que avec des putains de zikos. En ce début des années 1830, Delacroix, Hugo, Balzac, Dumas et les romantiques triomphent. Ils ont remporté la bataille contre les classiques. Ils sont enfin sur le devant de la scène. Sardanapale, Notre-Dame de Paris, La peau de chagrin, la symphonie fantastique. Dorénavant, ils sont bien décidés à créer leur mythe. Ils se racontent partout, dans leurs lettres, dans leurs mémoires, dans les journaux, quitte à romancer légèrement leur vie. Leur quête de postérité ne les empêche pas d'aiguiser leur conscience politique et sociale. Ensemble, ils vont devoir se battre pour imposer leurs idées et se faire la voix du peuple qui aspire à la liberté. Ok, je vais baisser le son de la vidéo alors. Hop. Tchac. Ah, j'ai mis sur pause. Pardon, j'arrête. À 32 ans, Victor Hugo n'abandonne pas le combat. Il ne peut s'empêcher de constater les inégalités sociales et l'injustice qui règnent autour de lui. Le peuple est écrasé par la misère. Pourquoi t'étais conservateur, sale merde alors, pardon? Il pourrait se contenter d'écrire des pièces et des romans à succès et profiter de son nouveau foyer sur l'élégante place des Vosges, mais il ne se résigne pas. Il y a 5 ans, il publiait Le dernier jour d'un condamné. Avec Claude Gueux, il continue son réquisitoire contre la peine de mort. Enfant, Victor Hugo a vu s'abattre la lame sur le cou d'un homme. Il ne s'en est jamais remis. Comment une société peut-elle exécuter de sang-froid un citoyen quand elle devrait s'occuper de l'instruire? Cette tête de l'homme du peuple, cultivez-la, éclairez-la. Vous n'aurez pas besoin de la couper. S'il n'est pas encore prêt à rejoindre les Républicains dans leur lutte ouverte contre le roi, Louis-Philippe, il s'inquiète de la dérive autoritaire du régime. Depuis le début de la monarchie de Juillet, la prospérité ne profite qu'aux riches. Les salaires des ouvriers baissent. Leurs droits sont bafoués. Oh, ça va être Les grèves 1948. éclatent partout en France. Ah oui, on n'a pas fait Aussitôt réprimés par 1948. l'armée. Le pays s'enfonce dans une impasse. Le peuple s'insurge. Le pouvoir réprime. Le 15 avril 1834, rue Transnonain, un capitaine est blessé par un tir venu de la fenêtre d'un immeuble. Aussitôt, les soldats enfoncent les portes et tirent, Et sans ça discernement. Au rez-de-chaussée, un fabricant de papier peint 1848, j'ai dit pardon. Mais oui, 91, la ceinture rouge de Paris, quoi. Mais j'allais dire quoi? Et j'allais dire, c'est ça l'épisode que je vous racontais et je n'arrive... Alors peut-être que c'est les troupes de Bugeaud ou c'est Bugeaud lui-même qui est un des Bugeaud, c'est un des militaires qui a mené la colonisation en Algérie, quoi. Et je crois que c'est les troupes de Bugeaud ou Bugeaud lui-même qui a mené ce bail-là. Qui a mené ce truc-là, là, où ils vont tuer des civils. Sa nièce et son fils sont massacrés. Au premier et deuxième étage, des artisans, couturières et ouvriers subissent le même sort. Au troisième étage, au petit théâtre de la Veuve Doyen, on répète un vaudeville tandis que les coups de feu éclatent. 12 cadavres. Wow. Parmi eux, des femmes, des enfants, des vieillards. Le lendemain, pour la première fois, le trait de daumier est noir.
cru, réaliste. On ne caricature pas un carnage, on en témoigne. Son dessin, repris par la presse d'opposition, ne laisse d'autre choix à Louis-Philippe. Il ordonne la destruction de l'œuvre et de ses reproductions, et organise un simulacre de procès pour calmer l'opinion publique. Personne n'est condamné. La justice n'est pas pour le peuple. Ah oui, c'est ça. À Paris, 150 membres de la Société des droits de l'homme sont arrêtés préventivement. Pourtant, au soir du dimanche 13 avril, des barricades sont dressées. Des barricades sont dressées dans le quartier Saint-Méry et Saint-Avone sur injonction d'Adolphe Thiers. Quel fils de pute, Adolphe Thiers, hein. Quel connard, hein. Il est déjà là, hein. Il est déjà là, quel connard. Moi, c'était Henri Guimin, il en parlait bien, Adolphe Thiers. En mode, apparemment, c'était un mec tout frêle, tout petit. Et en mode, en fait, il menait la politique à l'image de son corps. C'est qu'en mode, il avait peur de tout. Et qu'il était archi-opportuniste, du coup. Et je crois qu'à la base, Adolphe Thiers, c'est un royaliste qui a fini par être un républicain de droite. Et c'est pas un des premiers à avoir fait ce move. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est un des premiers royalistes qui devient... Je crois qu'il y a un dièse comme ça, bref. Bref, Thiers le jeune, de jeune avec Marianne. C'est le Valse de l'époque. Oui, c'est ça, Yevraski. C'est ce que j'avais déduit quand j'avais étudié le personnage. Mais du coup, sur injonction d'Adolphe Thiers, ministre de l'Intérieur, un ordre du jour très musclé est donné au général Bugeaud. Et le général Bugeaud, c'est un des mecs qui a fait des massacres énormes, qui a poursuivi l'émir Abdelkader, qui a demandé à ses troupes de faire les enfumades, c'est-à-dire de mettre des Algériens dans des grottes et d'allumer des feux jusqu'à ce qu'ils s'étouffent, de faire des razzias. Ça veut dire politique des terres brûlées, quoi. Genre en mode tu brûles les champs des gens, comme ça ils auront rien pour survivre, quoi. Genre voilà quoi. Donc bon. Il y a une dimension gilet jaune à tout ça, je trouve. C'est ça aussi que je voulais rajouter. Et je trouve qu'il y a une dimension gilet jaune à tout ça. C'est comme si un jour il y avait des blancs qui découvraient que l'armée coloniale elle pouvait se retourner contre eux. C'est ce que je me disais dans ma tête. Ok, pas comme. Eh bien, Moufette, tu découvres que je suis un amoureux de Paris et de l'histoire. Voilà, tu. Bah ouais, y'a pas. Ouais. Pardon. Daumier ne le sait que trop. Okay, pour aiguiser un art de la caricature de plus en plus Bugeaud, menacé par la censure, il s'est mis à pétrir des bustes de terre. Depuis 4 ans, il a sculpté une quarantaine de bourgeois, engoncés, dégarnis, ça c'est Moufette, trop nourris, qui règnent sur le pays. Moufette, c'est toi ça. Daumier ne les a croisés qu'une fois ou deux à l'Assemblée et cela lui suffit pour les modeler de mémoire. Toute la monarchie de Juillet passe entre ses doigts. Il suffit d'un rictus, d'un pli au menton pour qu'il soit drôle et ressemblant, figé pour l'éternité dans l'arrogance du pouvoir. Trop forte, Moufette. Paris sous la pluie. Depuis Indiana, George Sand a publié plusieurs nouvelles et romans. Elle défend de sa plume le combat féministe comme elle se l'est promis. Elle est trop stylée, je l'aime trop. Lélia, un de ses derniers livres, a fait scandale. La critique déchaînée ne lui a rien épargné. C'est un livre dangereux qui sent la boue et la prostitution. Heureusement, la polémique fait vendre. Le public veut savoir qui se cache derrière cet auteur à la réputation sulfureuse. Son éditeur a eu l'idée de faire réaliser son portrait par un peintre à la mode. Mais tu savais que George Sand, elle avait un permis de travestissement, genre. Et c'était une des rares à l'avoir, Moufette. Sand rencontre Delacroix pour la première fois. Dans son atelier règne une atmosphère tropicale. Depuis qu'il est rentré d'Afrique, le peintre a succombé au charme de l'Orient. Il vit au milieu de tout un tas d'objets qui lui rappellent Alger la Blanche et les faubourgs de Tanger. J'aime trop. Là-bas, sa peinture a changé. Il a ramené dans ses carnets des couleurs et un peu de la lumière de cette lointaine contrée. Et moi, ce que je trouve fou, c'est que, de la même manière où en fait, vous vannez les orientalistes. Moi, je suis d'accord qu'il y a des trucs, c'est fétichiste, archi cringe. Genre, il n'y a pas de souci, on est ensemble sur ça. Mais moi, tu vois, quand j'entends ça, j'ai pas plus de data que ça, mais c'est l'interprétation que j'en fais. Et la dimension qu'on a vis-à-vis de comment on a découvert Delacroix au début.
aussi le mec il a plus besoin de se sublimer à travers des récits antiques qu'il interprète à travers sa narration romantique des choses. Non, le mec juste il constate les paysages, il y met la même valeur que l'interprétation des pièces antiques qu'il voyait par le passé. Alors oui, d'accord, il y a quelque chose de fétiche dans tout ça, mais moi ce que je trouve beau c'est le fait d'être subjugué par la nature. Genre vraiment, moi je trouve ça vrai. Et les paysages et les gens, et de pas comprendre en fait, de vraiment pas comprendre. Mais il y a un peintre qui est parti en couille comme ça, c'est un mec qui s'appelle Étienne Dinet, je crois. Et le mec il a fini par se convertir à l'islam et tout au final. Hein. Le mec a fini par se convertir en mode ça me dépasse. Et je crois que si ça me dépasse, c'est que ça me parle en fait. Genre, bah, il y a un orientalisme naïf aussi en mode c'est des pélos, ils ont passé une semaine là-bas à peine, je sais pas. Aussi, Moufette. Après, ça veut pas dire qu'ils ont pas été pétris d'un regard colonial vis-à-vis de ce qu'ils voyaient aussi, tu vois. Hein. Parce que bon, faut une propagande, enfin bref. Mais oui, je suis d'accord. Delacroix observe Sand en préparant ses pigments. Il devine la douleur qui ronge le cœur de son modèle. Il va la saisir sur le vif. Trop stylé. Trop stylé. J'aimerais trop peindre en vrai. C'est bon, je crois que je veux peindre aussi maintenant. Depuis des mois, George Sand vit une passion dévorante avec un jeune poète exalté, Alfred de Musset. À 23 ans, c'est un dandy superbe, attiré par la débauche, le champagne, l'opium et les femmes. Un rappeur quoi. Les deux amants sont partis pour Venise. Musset n'a cessé de fréquenter les bordels jusqu'à contracter une fièvre cérébrale. Sand, délaissée, dévorée de jalousie, est devenue la maîtresse du médecin italien qui a soigné le poète. Le trio s'est retrouvé à Paris. Rupture, dispute, réconciliation. L'Italien a quitté la capitale laissant les deux amants se consumer. Sand, épuisée, a mis un terme à cet amour destructeur. Elle s'est coupé les cheveux et les a envoyés à Musset en guise d'adieu. Lui, anéanti, vient de publier Lorenzaccio. J'ai lu Lorenzaccio. J'ai lu Une phrase ne Lorenzaccio. quitte plus son esprit. Pour dormir tranquille, il faut n'avoir jamais fait certains rêves. Cette femme qui ose se dévoiler ainsi devant lui bouleverse Delacroix. Entre les deux artistes est en train de naître une amitié forte et singulière. C'est la neuillerie, hein. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ce soir, Balzac s'offre une expérience. Passionné de sciences occultes, il veut percer le mystère de la voyance. Il a prévu sa question. Une question intime, autant lier l'utile à l'agréable. Lui qui reçoit tant de lettres d'admiratrices et passe pour l'écrivain préféré des femmes est Moi, je l'aime trop, encore Balzac. célibataire. Pour laquelle doit-il se battre et déployer toute sa puissance romanesque? La duchesse de Castries, qui se refuse irrésistiblement à lui? La comtesse Guidonie Mais Viscount? après, les gens de tout temps, il y a eu des voyants pour flatter l'ego des gens qui venaient les voir et leur dicter leur destin. Hein, genre, en vrai, de tout temps. Hein. Antique, il vient de Mais séduire. non, mais moi j'aimais trop quand j'étudiais l'histoire antique aussi, les délires de Pythie. Et t'avais je sais plus quel dirigeant athénien qui va voir la voyante de telle colline, de telle ville, et qui lui dit non, mais ton destin c'est de faire cette guerre. Et qu'après il impose sa dictature sur tout Athènes. Genre vraiment, franchement, Robespierre il a fait pareil. Genre maintenant c'est ChatGPT, exact. C'est trop fort tout fait, va te faire foutre. Ou cette mystérieuse étrangère, Evelina Hanska, qui lui a envoyé une lettre enflammée de Russie. Répondez-moi, je veux savoir. La mystérieuse étrangère, mais attention, la divination n'est pas science exacte. Balzac n'est pas si crédule, mais il commence à se prendre au jeu. Evelina est comtesse. Elle a 33 ans, comme lui. Et depuis quelques semaines, ils ont entamé une correspondance enflammée. Balzac avoue même lui avoir écrit « Je vous aime ». Ah ouais, il a La lâché seule le... ombre au tableau, elle est mariée.
Mais ne Vas-y, vous c'est arrêtez Cuptez. pas à ce détail. Dites-moi Pardon, s'il j'ai est pas bon vu le clip, d'espérer. Excusez-moi. La fortune, l'amour, la mort. C'est peut-être celle du mari. Il est déjà vu, avec de la chance, il ne sera bientôt plus un obstacle. Ce bâtard, il a Luciani. Le travail accapare Hugo. Se sentant délaissée, Adèle, sa femme, est allée se consoler dans les bras de Sainte-Beuve, le meilleur ami du poète. Si la colère l'a emporté dans les premiers temps, une sorte de statu quo s'est installé entre eux. Et puis, Victor Hugo a rencontré Juliette Drouet. Depuis cette nuit de carnaval de 1833 où ils se sont tout promis, ils ne se quittent plus. Victor a trouvé en Juliette la partenaire idéale. La comédienne a su combler son désir d'absolu. Il peut tout partager avec elle, Ils sont son mignons. œuvre, son combat politique, ses réflexions les plus intimes. Juliette s'est offerte à lui Et sans moi, je trouve retenue. que il y a un bail archi misogyne derrière le bail. Enfin, bon, c'est pas misogyne, mais moi, le truc de la phrase, en fait, il y a toujours une grande femme derrière. Non, il y a toujours une femme derrière les grands hommes. Mais en fait, il y a toujours des relations de fou derrière les grands hommes et les grandes femmes, quoi. La réalité du bail. La réalité du bail. La réalité du bail. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Elle ne Je sais lui a plus où je rien voulais en caché, venir, mais voilà. ni l'indigence de son enfance, ni les humiliations, ni la prostitution. Hugo mesure la chance qu'il a de connaître cette femme et se jure de ne jamais l'abandonner. Gérard de Nerval, lui aussi, est tombé amoureux d'une jeune actrice, Jenny Colomb. Mais il n'ose pas encore se dévoiler. Elle a passé, la jeune fille, vive et preste comme un oiseau, à la main une fleur qui brille, à la bouche un refrain nouveau. Voilà 2 jours qu'il marche sans but, en écrivant des vers. Il serait peut-être temps de rentrer, surtout qu'il a promis à Théophile Gautier d'assister à la lecture de son dernier roman, Mademoiselle de Maupin. Depuis qu'il se consacre entièrement à l'écriture, les 2 amis partagent leur vie de bohème dans le quartier du Doyenné. Coincé entre le Louvre et les Tuileries, le Doyenné est un dédale de ruelles bordé de façades lézardées, offrant une vision fantomatique propre à effrayer le promeneur. Sauf qu'aujourd'hui, la vision fantomatique propre à effrayer le promeneur, c'est tout Paris. Ou du moins, c'est tout Paris, hormis le nord-est, tellement la ville, elle a été muséifiée. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et que c'est même pas fait de bâtiments détruits. Justement, c'est ça qui est encore plus bizarre et encore plus morne. Gérard n'a rien manqué. La lecture de Gautier n'a pas commencé. Il attend encore du monde. Toute une jeunesse tapageuse aime à se retrouver dans leur hôtel particulier décrépit. C'est un lieu de liberté et d'impertinence où le romantisme se cultive en art de vivre. Vite, un témoin. Il va y avoir du sang et des larmes. Quelqu'un a osé bafouer le nom de Dumas. Alexandre ne compte pas laisser passer un tel affront. Demain, il défendra son honneur en duel. Mais d'abord, il doit C'est mettre le son taureau. testament à l'abri. Pour son fils, pour sa mère, pour sa maîtresse. Cette querelle n'a que trop duré. Aux armes de décider qui doit rester. Alexandre Dumas, qui triomphe sur les scènes parisiennes? Ou ce Frédéric Gaillardet, jeune dramaturge qui se prétend l'unique auteur d'un drame que Dumas a pourtant réécrit en 9 jours et transformé en succès? Si la tour de Nesle ne quitte pas l'affiche, c'est bien grâce à son talent. Ce n'est pas pour rien si le directeur du théâtre a fait appel à lui. Tu vas voir, mon fait. Alexandre Dumas quitte le Doyenné sans se retourner. Il est prêt à affronter son destin. Il va dégainer le fer, là. Il va dégainer Alexandre le globe, là. Dumas aurait préféré l'épée pour défendre sa réputation. Mais ce sera le pistolet, puisque c'est ce que veut ce jeune freluquet de Gaillardet. Eh mais vraiment, mais quel sans-couille ce connard, quel sans-couille, tu risques... En fait, c'est pas que tu risques rien, plata au promo.
Mais il risque tellement moins. Et vas-y, les batailles. Enfin, non, en fait, si, c'est pas que tu. C'est que t'as une chance sur deux de te foirer, en gros, je dirais. Alors que les batailles d'épée, voilà, c'est. Tu sais, tu crées beaucoup plus. En fait, la bataille à l'épée, ça va créer plus de moments où tu peux te faire baiser. Tu vois? Alors qu'en vrai, t'es vraiment sûr que là, c'est au coup par. Enfin, tu vois, c'est au coup par coup, du coup, tu te foires, t'es dans la merde. C'est pas pareil, c'est pas pareil. C'est moins. C'est moins. Justement, c'est moins romanesque, c'est moins passionnel. Il y a moins d'enjeux dans tout ça. Choisir l'arme des voleurs quand on peut se battre avec l'épée des mousquetaires. Décidément, ils n'ont rien de commun. Quelle médiocrité. On a inventé la paix, nous. On a inventé le 1v1 Aram. Alexandre n'en est pas à son premier duel. Il sait qu'au pistolet, la maladresse peut viser juste. Et c'est Gaillardet qui tirera le premier. Et bien qu'il la batte, ça ne changera rien à la vérité. Gaillardet s'avance, ajuste son tir, il tremble un peu. Manqué. C'est son tour. Fidis-le, frère. Dumas pourrait encore faire quelques pas vers son adversaire ou prendre le temps de bien viser. La balle atteint un arbre. Oh non. Il n'a fait peur qu'aux oiseaux. Les deux hommes veulent recommencer. Dumas veut poursuivre à l'épée. Malgré les protestations, leurs témoins respectifs s'empressent de sonner la fin du duel. Gaillardet n'a plus rien à dire. Eh oui, Moufette, on est d'accord que c'est cuck. C'est vraiment cuck. On dirait qu'ils sont sur Dofus. Pourquoi c'est du tour par tour? Les frères, un peu plus de... Hey, wesh. Leurs deux noms figureront toujours côte à côte sur l'affiche. L'un effaçant l'autre. Les déboires des auteurs sont nombreux. Préfaçons, contrefaçons, plagiat. La littérature est une jungle. En cette année 1838, Desnoyers, le directeur du journal Le Siècle, a réuni Sand, Balzac, Gautier, Dumas et Hugo. À l'ordre du jour, la création de la Société des gens de lettres. Il est temps d'instaurer des règles. Balzac prend aussitôt la parole. Nul n'est moins protégé que l'artiste. Il nous faut réfléchir à l'aspect juridique d'une part pour protéger l'auteur et son œuvre, et à l'aspect économique. Oui, surtout. Hein. Comment permettre à l'artiste de mener à bien son travail dans la tranquillité? Il faudrait créer une caisse pour aider et soutenir les membres dans le besoin. Tous approuvent l'analyse de Balzac. Galvanisé, il s'emballe. Et s'il se lançait dans la culture des ananas? Oui, mais sauf que Moufette, lui, c'est un mec qui veut faire... Balzac, il est que dans les bisbitunes. Lui, il veut que l'argent, lui. Eh, vous croyez trop? Balzac, il veut que l'argent. Les Parisiens raffolent de ce fruit exotique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, voyons. C'est vrai que quantiquement, c'est un peu le CNC, ouais. Pour 100 000 ananas à 5 francs pièce, moins les frais, ça fait près de 400 000 francs de bénéfices. Il suffirait d'ouvrir une boutique sur les boulevards tenue par des écrivains qui vendraient les ananas. Une excellente façon d'interpeller sur la précarité des auteurs. Ses amis connaissent bien le personnage et sourient de ces nouveaux calculs qui mènent tout droit à la faillite. Personne ne va comprendre, mais c'est un peu... Non, je peux pas dire c'est qui. J'ai envie de dire quelqu'un à Zawafrod, mais je sais pas si c'est trop leak ou si c'est pas assez leak. Mais Moufette comprendra. Mais s'il renonce à son idée farfelue, ils sont prêts à l'élire président. Sur les coteaux de Sèvres, Balzac vient d'acquérir en secret une maison. Les Jardis. C'est la première fois qu'il est propriétaire. Et il voit les choses Non, je parlais pas d'elle. en grand. Le jardin, d'abord, doit offrir la plus belle vue du monde. Des clématites, des plantes grimpantes, des essences rares. Pierre Brouette, son jardinier, loge à demeure. Au diable la dépense. Cet endroit deviendra peut-être l'écrin de son amour. Après, je suis d'accord, ça, au diable, c'est pas grave. Pas un jour ne passe sans qu'il ne rêve à sa chère comtesse russe. Ce n'est pas tant sa fortune ou sa beauté qui l'éblouissent que sa culture. Il a déjà fait 2 fois le voyage pour la retrouver. Désormais, dans son cœur, ne doit briller pour lui que son étoile polaire. Evelina Hanska. Mais Balzac est réaliste. Il ne peut accepter que le destin de celle qu'il aime soit d'ouvrir la porte aux créanciers. En 10 ans,
il a publié plus de 60 livres, dont certains connaissent un vif succès. Le Père Goriot, Le Lys dans la vallée, Eugénie Grandet ou le colonel Chabert. Et pourtant, les dettes lui en serrent la gorge, encore et toujours. Je suis prisonnier de ma chambre avec un duel sur le corps. Il faut que je tue une demi-rame de papier et la transperce avec une encre assez passable pour mettre ma bourse en joie et en liesse. Ça fait un livre tous les 2 mois, ouais. Balzac C'est un travaille truc en de ce fou, hein. moment à la suite des Deux Poètes, un roman paru en 1836. Lucien Chardon, son héros, quitte la ville d'Angoulême pour tenter l'ambitieuse carrière littéraire, accompagné de sa protectrice, Madame de Bargeton. Chardon, ce nom ne fait pas rêver. Pour l'occasion, Lucien décide de se rebaptiser de Rubempré. Balzac raconte le métier d'écrivain, le fonctionnement de la presse, décrit le monde impitoyable de la littérature. Que d'illusions Incroyable. pour son personnage. Je suis trop triste d'avoir supprimé le React aux illusions perdues et de rien que ne pas l'avoir téléchargé pour moi et le re-regarder. Parce que je vous jure, j'étais trop heureux de le faire. Je vous jure, je vous jure, je vous jure, je vous jure, je vous jure. Le temps semble suspendu au-dessus de Paris. Tout est fermé. École, boutique, atelier. Il fait très froid, Oui, Vraski. moins 10 degrés. Entre l'Arc de Triomphe et les Invalides, une foule immobile et silencieuse patiente. En ce 15 décembre 1840, tous attendent le retour de l'empereur. 20 ans après sa mort en exil, le cercueil de Napoléon est enfin de retour en terre de France. Et ça, le chat, ça, c'est un truc que c'est de la performativité symbolique. Et ça, c'est un truc qui est fait souvent. Mais que ce soit dans la 5e République. En fait, dans tout régime. Enfin, en fait, je sais pas comment dire. C'est comme ça que tu crées du pouvoir, quoi. C'est bête à dire, mais en fait, là, enfin bref, oui, idée de merde, ça. Ah ouais? Pourquoi tu dis idée de merde? Pourquoi tu trouves idée de merde? Parce que moi, c'était dans un des trucs de... comment il s'appelle l'autre, là, le mec qui est fan de rap et qui parle des nazis, il parlait du fait que, genre par exemple, t'avais un truc où les nazis, ils étaient grave défaillants vis-à-vis des promesses politiques qu'ils pouvaient faire, mais comme en fait, ils créaient énormément de cérémonies pour tout et n'importe quoi, dès qu'ils faisaient un petit truc, genre en mode, ils sabraient le champagne avant d'avoir gagné, quoi, globalement, pour faire le cliché 404 billes. Quel rapport? Non mais en mode... Genre en mode, ils finissaient la moitié d'une autoroute et ils disaient ah ouais, trop bien, là on a fini la moitié de l'autoroute, ah vive le 3e Reich, ah, ah, ah. Et ils étaient là comme ça à répéter ça en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Du coup, bah il y avait une partie du peuple qui finit par être gaslight, quoi. Genre, voilà quoi. Je sais pas. Genre l'idée en elle-même, elle m'avait matrixé. Nicolas Patin, ouais, c'est lui qui en parlait. C'est lui qui en parlait. Louis-Philippe entend bien rassembler la nation autour de l'événement, réveiller les souvenirs de conquête et faire oublier les tensions sociales et les émeutes qui éclatent régulièrement dans les rues de la capitale. Installés à la tribune officielle, Hugo, Delacroix et Sand attendent eux aussi le cortège. Fils et filles d'officiers et de préfets de l'Empire, ils partagent avec Balzac leur admiration pour Napoléon. C'est le héros de leur enfance. Le conquérant glorieux au destin tragique qui a nourri leurs combats et leurs écrits. Après, moi le chat, je déteste Napoléon politiquement, mais je vois ce qu'il veut dire. Hein. La vérité, c'est que j'ai grandi aussi avec ce fantasme à travers ce que ma mère m'a montré de ça. Parce que ma mère, voilà, quoi, elle regardait des docus à la télé, tu vois, c'était pas non plus... Mais la manière dont elle m'a montré ça, j'étais en mode, ok quand même, je comprends pourquoi c'est autant un fantasme, quoi. En ayant grandi, en ayant étudié l'histoire, je sais que c'est un fils de pute. C'est pour ça qu'en fait, moi, je me dis, ça, c'est à leur époque. Je comprends pourquoi ça les a autant matrixés. Une bise glacée balaye l'esplanade des Invalides lorsque le cortège arrive. L'instant est solennel. Pourtant, l'émotion n'est pas au rendez-vous. Le char funèbre qui s'avance est monumental. Tellement monumental qu'il ne laisse rien voir de ce que les yeux cherchent.
Le cercueil de Napoléon est invisible. Et déjà on parle d'escamotage, de cercueil vide. Le peuple se sent floué. Hugo, lui, se demande si le gouvernement n'a pas peur du fantôme qu'il célèbre. Peur d'un vive l'empereur, qui voudrait dire mort au roi. Bah ouais, c'est ça qui est bizarre, quoi. Gérard de Nerval n'était pas dans la tribune. En fait, Pourtant, c'est il drôle que ça symbolise la fin de la royauté. Je sais pas, c'est contradictoire. Et là, Napoléon a une politique de souveraineté sur l'agriculture qui a permis aussi de bien vivre au vent. Ok. Mais alors, apparemment, Amboise, même tous les... Alors, tu dis ça, mais moi, ce que j'ai appris, c'est que, par exemple, genre, s'il y a eu la colonisation algérienne, c'est aussi parce que Napoléon, il avait énormément emprunté des réserves de blé et des productions de blé qui étaient produites par la Turquie en Algérie. Enfin, par le régime ottoman, pardon. En Algérie. Donc, est-ce que c'était juste parce qu'il y avait une politique intérieure de l'agriculture qui... Enfin, je sais pas. Mais il a finalisé le pouvoir bourgeois en Europe. Oui, Evreski, hein. Je vois tout à fait. Non, mais je vois le truc de révolution en Europe Oui, non, mais je vois totalement. persuadé que l'âme de l'empereur s'est échappée de son cercueil et vole vers les plaines de Waterloo. Ses amis ne reconnaissent pas leur camarade étourdi du doyenné. Pardon, excusez-moi, j'ai trop envie de parler parce que des fois, ce que vous dites, c'est intéressant. D'ailleurs, les fascistes sont des fans de mercantilisme, et c'est logique. C'est logique. Et c'est pour ça que... Bah, c'est pour ça le nationalisme, quoi. Mais oui, c'est logique. C'est logique. Et c'est... Enfin bref, oui, pardon. Gérard Et historiquement même, je sais plus comment l'expliquer, putain, j'ai perdu tout le raisonnement dans ma tête, mais avant... Mais en gros, il y a toute une trick aussi, par exemple, du fait que les bourgeois, au-delà même de la symbolique du luxe, continuent, écran noir, à faire miroiter toute leur industrie comme si elle était... Enfin, elle est, tu vois, genre l'image de marque généralement des plus grands bourgeois français, par exemple, c'est le fait qu'ils sont... c'est des industriels du luxe, tu vois. Sauf que l'industrie du luxe, ça renvoie aussi au délire mercantiliste de... C'est pas Corbière, comment il s'appelle le ministre là, horrible, dont on a voulu déchuer ses statuts, qui a colonisé là. Comment il s'appelle là. Bref, c'est un dièse comme ça, quoi. Globalement, lui, il disait oui, il faut accumuler, globalement. Et lui, il était là en mode Colbert, voilà, exactement. Colbert. Et moi, je trouve qu'il y a grave une filiation entre ce délire aussi de Colbert qui était aussi triste, tu vois, par les produits rares, etc. Et bref, qui était dans l'accumulation totale, mais aussi de matières premières, hein. Mais bref, et de l'autre côté, que les bourgeois aussi, leur vitrine aujourd'hui, c'est le luxe. Je sais pas comment expliquer. est de plus en plus solitaire et agité. Et il cherche l'entrée du monde invisible. Tout ce qui rend son esprit poreux le fascine. La numérologie, les grands mythes du passé, l'ésotérisme. C'est Il vraiment étudie, moufette, hein. il cherche. C'est moufette. Si seulement son âme pouvait s'ouvrir. 12. Ce chiffre le hante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Serait-ce la clé de la porte? Les étoiles brillaient dans le firmament. Tout à coup, il me sembla qu'elles venaient de s'éteindre. Je crus que les temps étaient accomplis et que nous touchions à la fin du monde annoncée dans l'Apocalypse. Je croyais voir un soleil noir dans le ciel désert et un globe rouge de sang au-dessus des Tuileries. La nuit éternelle commence et elle va être terrible. Que va-t-il arriver quand les hommes s'apercevront qu'il n'y a plus de soleil? L'Apocalypse. On a retrouvé Gérard de Nerval nu, dans la rue. Il a fallu quelques jours pour qu'il sorte de sa torpeur. Ok. Lorsqu'il reprend ses esprits, il est à Montmartre, dans la clinique du docteur Blanche. Un endroit huppé, réputé pour ses méthodes douces. Ses amis sont inquiets. Dumas lui rend fréquemment visite. Gérard le rassure. Il joue le patient modèle.
Il ne lui parle pas de son tumulte intérieur. Que son ami ne se fasse pas trop de soucis. Il est bien ici. Le docteur Blanche l'encourage à écrire. Gérard lui livre ses visions. Le docteur le pense atteint de démonomanie, patient incurable. Oui. Gérard ne s'attarde Quelle bande de fils de pute, hein. C'est une dinguerie. Hein. Bah, pardon, c'est facile, mais la vie, ça m'énerve. pas sur le diagnostic. Il sait qu'il n'est pas fou. Il est prophète. Ah oui, non, mais c'est bon, il est pas fou, il est prophète, vraiment. Ça ok, Eren Yeager, là, c'est bon, ça m'énerve. Je voulais te défendre là, ma gueule, mais bon. Aussi, bon, faut une manière de rationaliser son délire qui se vive prophète. C'est pas grave. C'est mieux que se sentir fou, peut-être, je sais pas. Il a une révélation mystique, tangible, aussi réelle qu'effrayante. Il veut comprendre le sens caché des mystères entrevus. Six mois plus tard, lorsque Théophile Gautier vient le chercher à sa sortie de la clinique, Gérard de Nerval est déterminé. Il part en Orient, au berceau des civilisations et des religions pour trouver des réponses. D'abord Malte, puis Alexandrie, le Caire, et maintenant Constantinople. Gautier aurait voulu que son ami soit là pour assister à la première de Gisèle, un ballet pantomime dont il a eu l'idée. Il a coécrit le livret et demandé à Adolphe Adam de composer la musique. L'histoire est inspirée d'un poème de Victor Hugo intitulé « Fantôme ». Gisèle est une jeune femme qui, depuis le royaume des morts, sauve l'homme qu'elle a aimé en dansant avec lui jusqu'à l'aube, pour lui éviter la damnation. Carlotta Grisi, jeune étoile italienne, lui donne toute sa grâce, tout son élan. Tel un spectre, elle semble défier la pesanteur. Elle effectue des sauts démesurés. Gautier, ébahi, ne la quitte pas des yeux. Dans sa loge, Hugo est conquis. Il est fier que sa fille aînée, Léopoldine, assiste à ce spectacle où l'amour est plus fort que la mort. Mais si cette vision romantique, sublimée de l'amour, fonctionne sur scène, il n'en est pas de même dans la vie. C'est un truc de fou, hein. Victor et Adèle, c'était un rêve. Magnifique. Ils ne forment plus le jeune couple idéal des premières années. Oui, bon, Captain, arrête d'être foncé. Léopoldine sait qu'ils ne se montrent ensemble que pour sauver les apparences. Pour les enfants. T'inquiète. Pour les relations. Pour la postérité. La postérité. Balzac s'y prépare. Saluez-moi, je suis tout simplement en train de devenir un génie. C'est un peu vrai, frérot. Mais j'allais dire, moi je crois que... Après, vous allez dire, je suis trix. J'ai pas le droit de partager mes passions secrètes en histoire. Mais moi, je suis aussi un peu trix par l'histoire d'Alexandre le Grand. Beaucoup de red flags. Mais j'avoue que quand j'ai appris... On regardera ça un jour en stream. Mais quand j'avais regardé un épisode de comment il s'appelle ce con là, le professeur en histoire au Collège de France. Comment il s'appelle? Il y en a un... bon bref, celui que j'aime bien, Patrick Boucheron. Il a fait tout un épisode justement sur le rapport à la postérité de Alexandre le Grand et comment toute sa légation de son pouvoir, rien qu'en termes d'image, ça a créé des guerres. Ça a créé des guerres. Après, bien sûr, le mec a conquéri des territoires, il a fait des guerres à dos d'éléphant. Mais moi, je trouvais le truc encore plus fou, c'est que, en fait, tout ce qu'il a fait, tellement il avait fait ce qu'il avait fait, quoi, c'est qu'à la fin, à sa mort, t'avais plusieurs pays, plusieurs bleds qui voulaient récupérer son image pour dire « Nous sommes les descendants d'Alexandre le Grand ». Et genre, du coup, l'idée de postérité, elle m'avait matrixé. Je me disais, en fait, des fois, c'est beaucoup plus puissant
que de marquer, genre en mode de ton histoire à l'histoire, que genre en mode de marquer l'histoire du fait que de ton vivant t'as accumulé, je sais pas comment dire. Genre, en fait, vas-y, j'ai perdu mes idées, En fait, c'est pour ça qu'écrire ça sert, les frères. La vie de ma mère, c'est pour ça qu'écrire ça sert. La vie de ma mère, je vais reprendre à écrire. Mais bref, peut-être que vous captez ce que je veux dire. Peut-être que vous captez. Mais ouais, l'idée de postérité, je trouve ça fascinant. Après, du coup, ça peut mener des gens vers la démesure totale parce qu'ils ont trop d'ego. Et ils ont l'impression qu'ils doivent avoir de rencontrer le sens de l'histoire. Ça, c'est la critique que font les gens du PS à Mélenchon. Oui, et les gens du NPA aussi, c'est ça qui me fait rire, c'est que les deux, le PS et Mélenchon et le NPA font cette critique à Mélenchon. Bref, pardon, je me perds. Cette phrase écrite à sa sœur dans l'impertinence de sa jeunesse, Balzac la revendique plus que Alexandre le jamais. Grand, il était de Macédoine. Et oui, voilà, il était de Macédoine. Oui. Il en est convaincu, son idée est brillante. Ça fait presque 10 ans qu'il ne se contente pas d'écrire de nouvelles histoires, mais qu'il reprend et corrige sans cesse ses romans déjà parus pour créer une œuvre polymorphe et grandiose. Incroyable. Une véritable histoire naturelle de la société. Voilà. Il s'inspire du travail des scientifiques. Oh là là, oui, le naturalisme, il n'y en avait pas avant. Je sais plus là, vous m'avez cassé les couilles au dernier stream quand on avait regardé. Je vous jure que la notion de la nature et du rapport d'étude de la nature, ça avait grave de l'importance bref. Vous avez capté. Mais genre même, alors peut-être que c'est pas naturaliste, peut-être que c'est physionomiste, mais j'ai peur de confondre avec un courant économique. Mais je vous jure que si la nature elle est importante. Buffon et Cuvier. N'y a-t-il pas autant d'hommes différents qu'il y a de variétés en zoologie ? En classant l'espèce humaine, il ne fait pas seulement œuvre de poète, mais aussi de savant. Il a déjà son plan. Les études de mœurs pour étudier les faits, les études philosophiques pour exposer les causes, et les études analytiques pour en tirer des principes. Il fait voyager ses personnages d'une histoire à l'autre, créant des ponts entre tous ses écrits. Rastignac, Derville, Gobseck, de Rubempré, la duchesse de Langeais, tous représentent un archétype. Une gigantesque fresque qui dira tout du genre humain, de la campagne à la ville, de Paris à la province, de l'ouvrier à l'aristocrate. Et ça y est, il a trouvé le titre de son œuvre tentaculaire. La comédie humaine. Ce sera du jamais lu. Pour redoubler son courage, 3 éditeurs sont intéressés et prêts à débourser jusqu'à 15 000 francs. Il n'en faut pas plus à Balzac pour retrouver le sourire. Et comme les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules, Evelina Hanska, sa belle comtesse russe, lui apprend que son mari vient de mourir. 8 ans qu'il attend cela. Lui qui devait partir à Nohant chez son ami George Sand change ses plans. Il file à Saint-Pétersbourg. L'amour Moi, j'aime n'attend trop pas. aussi. Pourquoi j'ai pris ma claque? Parce que en cours, quand on parlait de Balzac, on me disait que c'était un créancier qui avait des dettes, accro au café. Et dans l'imaginaire des gens, je pense que c'est un mec qui est de gauche, quoi. Même le truc que, oh là là, Balzac a influencé Marx lui-même, c'est le premier des sociologues français, tous ces blabla là. Alors qu'en vrai, le mec, c'était un mec un peu bizarre, trop d'égo, un mauvais investisseur qui draguait des meufs à l'autre bout du monde, qui investissait mal sa thune, qui était égocentrique. Enfin, c'était un caca, quoi. Et pourtant, il a écrit ce qu'il a écrit, hein. Balzac ne viendra pas. Delacroix ne s'en plaint pas. Cet homme trop bavard aurait sans doute troublé le calme des lieux. Sand et Chopin reconnaissent bien là le caractère taciturne de leur ami. Depuis qu'elle est divorcée, George Sand a repris entre ses mains son domaine de Nohant, qu'elle chérit depuis l'enfance. Tous ses amis artistes y sont les bienvenus. Ils vont et viennent, s'évadent pour quelques heures ou quelques jours dans ce paradis hors du temps. Depuis 5 ans qu'il partage la vie de George Sand, Frédéric Chopin ne s'est jamais senti aussi bien. Dans cette maison, il est libre de composer. Sa nature timide s'épanouit. Même sa santé fragile semble s'affermir un peu. C'est trop beau. Georges adore son ange polonais, mais elle sait bien que leurs 2 solitudes finiront par s'éloigner.
Ses enfants, son combat pour les idées socialistes l'ancre définitivement au sol. Quand Chopin ne vit qu'à travers les étoiles. Delacroix tempère ce couple tumultueux. Devenu un des familiers de Nohant, il a installé un atelier au grenier où il peut peindre à sa guise. Chacun vit ici à son rythme. On écrit la nuit, on peint le matin, on compose l'après-midi, au gré des envies et des inspirations. Et lorsque Chopin accepte de jouer pour ses amis, le temps suspend sa course. Magnifique. Stylé la baraque d'artistes, oui stylé, c'est trop stylé. Les baraques d'artistes, c'est vrai. C'est vrai que c'est stylé les baraques d'artistes, oui. Et puis, la note bleue résonne, et nous voilà dans l'azur de la nuit transparente. Victor Hugo, lui aussi, est loin de Paris. Comme tous les étés, depuis qu'il l'a rencontrée, il s'offre un voyage avec Juliette. Elle sait qu'il ne quittera jamais sa femme pour elle et se réjouit de ces quelques semaines rien qu'à eux, loin de tout, de la famille, du travail et des obligations. Ces derniers temps, Victor n'a pas ménagé sa peine. Il a été élu à l'Académie française il y a Après, en vrai, est-ce que c'est grave d'être marié avec quelqu'un, de savoir que t'es trop attaché pour devoir t'en séparer, tout en continuant à avoir une vie amoureuse à côté, parce que celle que ou celui que tu as marié ne te suffit plus. En vrai, ça va quoi. Ça va. Ilyes polyamour. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil le chat, c'est pas pareil. C'est pas pareil, ça me fume en vrai à quel point le libertinage était ultra partout tout le temps. Oui. 2 ans. Il a fondé avec Dumas le Théâtre de la Renaissance. Mais vous saviez, à la base, le chat, ça me paraît logique. Hein. Enfin non, c'est pas si logique. Non, en vrai, je me tais, oui. Écrit et mis en scène Ruy Blas. Il a fait jouer sa pièce Les Burgraves au Théâtre Français. Mais la critique s'acharne à démolir son travail. Ses vacances arrivent à point nommé. De retour d'Espagne et avant de revenir à Paris, Hugo et Juliette font escale à Rochefort. Épuisés par le voyage, ils entrent dans un café et se font servir une bouteille de bière. Vas-y. Hugo saisit le journal Le Siècle. Un article se détache des autres. Sa main se met à trembler. Un affreux événement va porter le deuil dans une famille chère à la France littéraire. Le 4 septembre 1843, Léopoldine Hugo et son mari, Charles Vacquerie, sont morts noyés en traversant la Seine en bateau. Hugo ne pourra même pas assister aux funérailles de sa fille. C'est très Le Pen en fait. Hein. On dirait Marine Le Pen avec son père, c'était pareil. J'ai pas de cœur, je suis un fils de pute. Il a appris la nouvelle trop tard. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Magnifique. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, J'ai des frissons. les mains croisées, triste. Et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe
un bouquet de houx verts et de bruyères en fleurs. Oh là là! J'ai trop entendu à l'école pour avoir des émotions esthétiques. Mais c'est aussi ça, grandir. C'est ce qu'on se réconcilie avec ces traumas du passé. Et c'est dur des fois. Mais c'est ce que je suis un peu en train de faire en ayant des frissons en écoutant ce poème. Papa Lenny. Le journal des débats! Le journal des débats! Quel suspense dans le journal des débats. Il a fallu augmenter le tirage. La foule veut savoir. Quand Rodolphe va-t-il apprendre l'enlèvement de Fleur de Marie par la chouette? Sacrée bonne idée, ces romans fleuves publiés en épisodes dans la presse. Avec cette dernière ligne au bas de la page. La suite au prochain numéro. La foule retient son souffle. On n'a jamais autant lu les journaux. C'est Émile de Girardin, fondateur du journal La Presse, qui a eu cette intuition. Lui, vous allez voir, c'est un petit génie. C'est vraiment un petit génie. C'est un petit génie. De la publicité pour faire baisser les prix et des romans feuilletons pour attirer les lecteurs. Et Rodolphe, alors, va-t-il sauver... Balzac, il a beaucoup écrit en roman feuilleton. Et vous imaginez bien qu'à sa cadence d'écriture, lui, publier pour chaque semaine, ça le dérangeait pas. Et à nouveau, Fleur Toute la comédie humaine, je crois que ça a été publié en roman feuilleton. Peut-être que je dis des bêtises, ça. Faudrait un Pacôme pour nous... de Marie? Seul le sait Monsieur Eugène Sue. C'est lui l'auteur. On dit que ce dandy riche et prétentieux s'est déguisé en ouvrier pour passer inaperçu dans les bas-fonds. Il en serait revenu métamorphosé et avec un roman fleuve qui déborde dans les journaux. Les mystères de Paris. Un roman social. Jamais on n'avait dépeint ainsi les bas-fonds de la capitale. Ça, j'ai envie de le lire, Les ça. gueux, les estropiés, les prostituées, les moins que rien ont enfin le droit d'être des personnages. L'argot Incroyable. pimente le récit. Le nez devient le reniflard, le cœur, le saignant. La chanteuse, la goualeuse, le père, le daron. Et Le oui, et c'était, je crois, c'est Roland Barthes qui disait ça, un truc comme ça. Mais en parlant... Non, c'est Rancière, pardon. C'est Rancière qui disait ça en parlant de Balzac, je vous l'ai déjà dit. Et oui, c'est le propre aussi de ces auteurs aussi, d'avoir été capable de montrer que ces gens-là aussi avaient des intrigues de vie, existaient même au-delà de leur... parce que vous dites, oh, ils parlent jamais des travailleurs. Et justement, moi je trouve que ça, on en revient au débat entre Dany, Wissam et Raz, mais sur le rapport à l'esthétique à gauche, mais qu'en vrai, le move de fou malade... j'écoutais pas, c'est Balzac qui a créé le mot daron. Non, je sais pas, c'est pas ça que je suis en train de dire. Le truc de fou malade, c'est que les mecs, ils ont montré que ces gens-là avaient des intrigues de vie. Ils avaient des sentiments, ils avaient des histoires d'amour, ils avaient des merdes qui leur arrivaient. Alors ouais, c'était pas les mêmes que ceux de la bourgeoisie, c'était pas les mêmes que ceux de la royauté, ça avait pas les mêmes dynamiques. Mais c'était ça qui était baisé avec ce qu'ils faisaient, quoi. C'est que malgré le fait que c'était des petits bourges qui écrivaient, mais ils parlaient, voilà, quoi. Ils parlaient de trucs banals du peuple, quoi. Et bah voilà, c'était catchy, c'était sexy. Et du coup, ça faisait autant bander la bourgeoisie dictée. Tu veux dire que c'est des humains? Exactement, Amboise. Bref, passons. Roland Barthes, il a fait un poème sur les moules. Ça m'avait choqué au lycée. Ah, moi, je connais plus le côté théorique et tout de Roland Barthes. J'avoue que tout ce qu'il a écrit, après, je connais peu. Genre, c'est parce que j'ai étudié à l'école. Le succès est tel que même ceux qui ne savent pas lire se font raconter le dernier épisode. Ces histoires pleines de rebondissements qui n'en finissent pas sont une manne pour les auteurs. Balzac comme George Sand s'y sont mis. Mais Alexandre Dumas est le plus prolifique. En mars 1844, les premiers chapitres des Trois Mousquetaires sont en une du siècle. Suivent les aventures du comte de Monte Cristo. Sans oublier ses nouvelles pièces à l'affiche. C'est trop pour un seul homme. Sa signature cache des collaborateurs. Les uns lui apportent des idées, les autres des textes mal ficelés. D'autres encore se chargent des points et des virgules. Même le fils de Dumas est de l'aventure. Même prénom, Alexandre. Même ambition, écrire. Mais le numéro 2 de l'entreprise, c'est le romancier Auguste Maquet. La mort de D'Artagnan, c'est lui. Seul pourtant apparaît le nom d'Alexandre Dumas, car une ligne signée Dumas vaut 100 fois plus qu'un épisode signé par l'un de ses collaborateurs.
Ce soir, Alexandre se presse vers l'île Saint-Louis. Il a rendez-vous à l'hôtel Pimodan pour une réunion un peu particulière. Le très secret club des Hachichins. Ah ouais, c'est nous, Derrière ouais. une porte Ici, ça discrète, fume le shit, hein, Cannabis Club, hein. Ça va se la mettre, hein. Grosse darin. Le shit, il est crémeux, hein. se cache un véritable trésor. Une sorte de palais vénitien défraîchi avec moulures, dorures, peintures. Peu à peu, les yeux de Dumas s'habituent à la pénombre. Il reconnaît les visages de ses amis. Delacroix, Gautier, Nerval. Tous ont accepté de se prêter à l'expérience de ces soirées fantasia. Il s'agit, sous la conduite du docteur Moreau de Tours, d'étudier les effets de cette nouvelle drogue récemment importée d'Orient. Le hashish. La vie de ma mère, la vie de ma mère. Mon shit, ma France. C'est bon. Vous faites rentrer ça au patrimoine, putain. C'est une honte qu'on ait jamais produit ça en France. C'est une honte. Le gluant, putain. Si le scientifique souhaite connaître les vertus médicinales de cette pâte verdâtre et odorante, Légalise. Dumas et ses amis, eux, cherchent une ivresse nouvelle et exotique qui ouvrirait des portes inédites à leur imagination. Charles Baudelaire, un jeune dandy extravagant de 26 ans, s'est incrusté. Il vit sous les combles de l'hôtel particulier. Dans un coin de la pièce, il observe. Il est autant attiré par la drogue que par la compagnie de ces artistes C'est qu'il un brûle connard, de Baudelaire, un connaître. peu, ouais. Bientôt, les premiers effets commencent à se faire sentir. Les corps s'alourdissent. Incroyable. Les esprits sont pris d'une bienveillance molle, paresseuse. Le temps s'abolit, les esprits s'aiguisent. Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides. Va te purifier dans l'air supérieur et bois, comme une pure et divine liqueur, le feu clair qui remplit les espaces limpides. On va se faire le documentaire sur les auteurs du 19e siècle et la drogue après qu'on ait regardé cette série, je vous jure, je vous promets. À son réveil, Baudelaire ne sait pas si c'est la drogue ou sa récente découverte d'Edgar Poe qui le plonge dans cette mélancolie. L'auteur américain tourmenté a fait forte impression sur lui. Cet esprit satanique, aux inspirations morbides, excite son imaginaire. Il sera poète. Dandy et poète. Son beau-père voulait qu'il soit diplomate. Il méprise les diplomates. Il méprise son beau-père. Ce militaire borné lui a imposé une tutelle financière il y a 3 ans déjà. Et comme si ça ne suffisait pas, il a essayé de l'éloigner de sa mère. Sous prétexte de le sauver de la vie dissolue qu'il mène à la capitale, il l'a envoyé pour un voyage d'1 an, dans les mers du Sud. Trop stylé. Il est stylé un peu le dessin, j'y connais rien mais je trouve ça beau. Rappelle qu'il y a... Alors je vais arrêter de le vanner parce que c'est le plus gros... C'est un des meilleurs cultureux du chat. Bah après, en fait, il me fait kiffer. Ça va. C'est un bon contrarian parce qu'il reste accessible. Mais PJZ, il a dit que c'était mal animé. Hein. Moi je suis désolé, c'est un banger en termes d'animation. Genre... Franchement... Après vous êtes fan, donc du coup peut-être qu'on n'est pas objectif. Et c'est propre. Après, vannez pas PJZ, c'est vraiment premier degré, un des meilleurs du chat. Moi, je l'adore. Franchement, je l'adore. C'est un hater, c'est très cool. Ah, les gens ont des attentes, quoi. Mais moi, en fait, je connais pas assez, je suis d'accord avec PJZ. Mais en fait, j'ai pas assez de data en BD. Mais moi, quand je vois ça, Moufette, elle est encore là. Elle pourrait pas nous dire, elle. Franchement, ça va. Moi, je ne fais confiance qu'à Moufette. Putain, avec Moufette, on n'a pas fait l'expo. Elle est pas venue quand on a fait l'expo sur la BD. On aurait dû la refaire.
Peine perdue. Baudelaire était de retour au bout de 6 mois, plus décidé que jamais à suivre le chemin qu'il s'est tracé. Celui d'un dandy. Pardon, excusez-moi, le débat m'intéresse. Oui, il est con, il y a une économie, tu le vois au niveau du nombre de frames, ça peut faire type. Mais la qualité de chaque dessin, ça se tient, c'est beau, c'est du bon taf. Ok. Ok. En plus, c'est une production, c'est Arte, quoi. C'est cool, ça doit être des rares productions françaises qui se font encore. Franchement, c'est cool de voir ça. Un peu hautain, prompt à juger, fréquentant avec assiduité les bas-fonds parisiens. Il y a rencontré la syphilis, et pour calmer les douleurs, l'opium. C'est ce qu'il aime dans Paris. C'est la ville du luxe et de la misère. Tout y est spectacle pour un poète. Et les spectacles, les Parisiens en raffolent. Avec son tout nouveau théâtre historique, Alexandre Dumas ne compte pas les décevoir. Et je sais qu'il a été détruit, son théâtre, à Alexandre Dumas, mais parce qu'ils vont raconter dans le document. Il était où? Il était à quelle place? C'était quoi? C'est sur le boulevard du Temple, l'endroit de prédilection de sa jeunesse, qu'il a fait construire une salle moderne avec une scène immense, pouvant contenir plus de 1000 spectateurs et des centaines de comédiens. Il est 18 heures. Le public ne s'attend pas à ce qui va suivre. Au programme, La Reine Margot, drame historique de Dumas. Du grand spectacle qui va durer 9 heures. Par ces gestes, je suis la parole du Christ. Aimez-vous. Ah, je vous remets. Et j'ose ajouter, aimez vos ennemis comme vos propres frères. Il est 3 heures du matin lorsque la pièce se termine enfin sous les bravos et les applaudissements. Depuis les succès à répétition de ces romans feuilletons, l'argent coule à flot et les projets vont bon train. Les 3 mousquetaires, le chevalier de Maison Rouge, la recette est imparable. Le public connaît déjà les histoires grâce aux journaux et n'hésite pas à payer pour les voir vivre sur scène. Plus rien n'arrête Dumas. Pour être à la hauteur de sa démesure, il se fait construire un château près de Paris. En hommage à ses héros, il le nomme le château de Monte Cristo. Oh, le Là, flex! il reçoit ses amis, ses maîtresses, donne des fêtes fastueuses. Sa popularité le devance où qu'il aille. On le surnomme le roi de Paris. Il en est fier. Surtout si ça peut agacer Louis-Philippe. À quoi ça sert d'être à Paname si t'es la banane du siècle? Le roi des Français, qui est loin de bénéficier de la même ferveur Que des populaire. numéros 10. Incroyable, trop fort. Trop stylé. Victor Hugo sent que le vent va tourner. 5 ans que Léopoldine est morte. 5 ans qu'il n'a plus écrit et qu'il s'est jeté dans la politique. À la chambre des pairs où le roi l'a nommé, il n'a cessé d'alerter contre l'injustice sociale, la pauvreté, la peine de mort. En vain. Louis-Philippe n'est pas inquiet. Je ne crains rien, je suis nécessaire. Cette phrase du roi, Victor l'a notée dans ses carnets. Comment le souverain peut-il être si sourd? Le ton monte dans la rue. Ce géant qu'on appelle l'émeute n'a qu'un pas à faire pour atteindre les Tuileries. Cela fait 2 jours que les ouvriers ont rejoint les étudiants, que la manifestation grossit. En ce 23 février 1848, l'occupation militaire de Paris vient d'être décrétée. 30 000 soldats encerclent la capitale. La garde nationale attend ses ordres. Magnifique. La colère. Magnifique. Le chat, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est chaud de me choper dans l'éducation sentimentale le passage qui raconte quand t'as le personnage principal qui justement se rend là, il voit tout ça là, il assiste à tout ça. Il y a un passage, il est magnifique. Je suis trop chaud qu'on le lise en live ou qu'on écoute un livre audio qui le truc. Genre comme on avait fait avec l'intro de La fille aux yeux d'or avec Balzac là. Genre vraiment, je vous jure, il est magnifique. Ou alors peut-être c'est moi qui est dans le fantasme du passé quoi. Mais franchement, j'ai trouvé ça magnifique. Tant plus qu'une étincelle. Le pays va craquer. On fait quoi? Le chat, on est encore dans ce dilemme. On continue? Moi, je suis trop chaud de continuer. Mais le truc, c'est qu'on pourrait continuer une prochaine fois.